La rupture est survenue en quelques heures, sous un ciel chargé. Trois capitales ont basculé vers une autonomie militaire annoncée comme irréversible, malgré des doutes persistants sur les moyens réels. Mais qui peut prédire ce que signifiera cette bascule pour Ibrahim Traoré et ses voisins? Tout pourrait changer d'un seul mouvement. La promesse formulée par l'Alliance sahélienne repose sur une idée simple: assumer enfin la sécurité régionale sans attendre l'intervention de puissances extérieures. Pourtant, derrière cette ambition claire, le risque structurel demeure élevé. La région sort d'années de dépendance opérationnelle et toute tentative d'autonomie rapide oblige à repenser les chaînes de commandement, les flux logistiques et les mécanismes de réaction aux crises. Pour les dirigeants du Sahel, l'enjeu immédiat consiste à transformer une volonté politique en capacité concrète, c'est-à-dire garantir que chaque patrouille, chaque convoi, chaque poste avancé puisse fonctionner sans soutien extérieur. Cette exigence se traduit par un coût matériel, mais surtout par une pression stratégique. La moindre faille pourrait fragiliser la crédibilité du projet. Un micro-hook se dessine alors. Si la coalition parvient à stabiliser plusieurs zones sensibles avec des moyens limités, elle pourrait redéfinir les équilibres sécuritaires régionaux. Sinon, la transition risquerait de s'enliser, exposant les trois pays à une spirale de tensions internes et de critiques internationales. La première révélation tient dans un chiffre souvent cité mais rarement expliqué. Les 5000 soldats annoncés comme force conjointe ne représentent pas seulement une capacité militaire, mais un changement d'échelle dans la manière dont les États sahéliens conçoivent l'urgence sécuritaire. La seconde repose sur un basculement décisionnel. Pour la première fois depuis des années, l'activation d'une unité régionale peut théoriquement se faire en moins de 72 heures, ce qui transforme profondément la logique d'intervention. Ces deux éléments, placés côte à côte, montrent combien la dynamique actuelle diffère des configurations antérieures. Le Sahel, longtemps dépendant de dispositifs extérieurs, recherche désormais une cohérence interne fondée sur la réactivité et la proximité de commandement. C'est dans ce contexte remodelé qu'émerge la figure d'Ibrahim Traoré, souvent évoqué comme l'un des symboles de cette volonté d'autonomisation stratégique, même lorsque les ressources matérielles ne suivent pas totalement la trajectoire affichée. Autour de ces annonces, un décor historique plus dense réapparaît. Pendant des années, les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont constitué des zones où la sécurité dépendait d'accords internationaux fluctuants. Le pivot actuel ne se résume donc pas à la création d'une force. Il marque un mouvement plus vaste de réappropriation des leviers décisionnels, rendu possible par une conjonction d'événements récents, de tensions internes et d'un désir croissant de souveraineté régionale. Sur le terrain, la montée en puissance reste néanmoins progressive. Les rapports opérationnels évoquent des patrouilles coordonnées, des missions partagées, mais aussi des limites persistantes dans l'approvisionnement et le maintien du matériel. C'est précisément cette tension entre ambition assumée et réalité logistique qui redéfinit le paysage stratégique. L'alliance avance, mais chaque progrès exige une adaptation continue. La question centrale devient alors de savoir si cette dynamique pourra se consolider malgré les ressources limitées et les contraintes imposées par les sanctions, ou si elle se heurtera aux mêmes obstacles qui ont freiné les tentatives précédentes. Au cœur de la transition sécuritaire du Sahel, le rôle des officiers de terrain devient déterminant. Ce sont eux qui traduisent les décisions stratégiques en gestes concrets, souvent dans des environnements où la marge d'erreur reste faible. Leur position intermédiaire entre les états-majors nationaux et les unités déployées permet de mesurer avec précision l'impact réel des nouvelles consignes opérationnelles, notamment depuis la mise en place des patrouilles conjointes. Le premier exemple provient d'un détachement opérant près d'une route autrefois jugée impraticable. L'officier responsable raconte comment, faute de matériel optimal, l'équipe a dû réorganiser la surveillance en combinant rotation rapide et points fixes improvisés. Ce compromis, bien que modeste, a permis de sécuriser un couloir nécessaire aux échanges locaux et de réduire les interruptions de circulation observées les mois précédents. Un second cas se déroule dans un camp d'appui logistique, où la coordination entre unités maliennes et nigériennes a entraîné une révision de la manière de protéger les convois.
L'officier chargé de la zone a mis en place un protocole simplifié, fondé sur des alertes locales, évitant l'attente de directives lointaines. Les résultats initialement observés montrent une meilleure réactivité et une diminution des temps d'installation sur les points sensibles. Ces deux situations illustrent une même réalité. La transformation en cours dépend moins des annonces politiques que de la capacité des équipes à adapter leurs méthodes aux contraintes techniques et aux besoins immédiats des populations qui vivent le long des axes stratégiques. Reste une question décisive, cette adaptation suffira-t-elle vraiment ? L'activation de la dynamique sahélienne a commencé par une décision nette. Rompre avec l'attente de soutien extérieur et engager des opérations coordonnées fondées sur les ressources disponibles. Dans les capitales, la communication est restée mesurée, mais sur le terrain, les premiers signes d'un changement opérationnel sont apparus dès les premières patrouilles communes. Les unités ont reçu l'instruction de sécuriser des axes ciblés, souvent considérés comme vulnérables pendant des années, en s'appuyant sur une logique de déploiement rapide. Cette phase initiale a tenu lieu d'impulsion, posant la base d'une coordination qui restait encore à éprouver. Les équipes tactiques ont ensuite multiplié les reconnaissances. Les missions conduites dans les zones frontalières ont servi de test grandeur nature pour évaluer la résistance des nouveaux dispositifs. La montée en puissance a été progressive, mais chaque opération a renforcé la cohérence interne. C'est dans cette atmosphère que le nom d'Ibrahim Traoré est revenu à plusieurs reprises, associé à l'idée d'une souveraineté assumée, même lorsque les moyens restaient limités. Le point culminant s'est produit lors de la mise en œuvre des premières interventions conjointes structurées. Les unités maliennes, nigériennes et burkinabées ont mené plusieurs opérations simultanées, cherchant à reprendre le contrôle de secteurs où les interruptions de sécurité demeuraient fréquentes. Cette coordination, bien que menée avec du matériel parfois incomplet, a permis d'assurer une continuité que les populations locales n'avaient plus observée depuis plusieurs mois. Les rapports de terrain indiquent que certains points stratégiques ont été stabilisés grâce à des rotations plus courtes, à une adaptation constante et à un partage d'informations entre détachements voisins. La séquence la plus intense est intervenue lorsque plusieurs axes sensibles ont été sécurisés en parallèle, obligeant les unités à redistribuer leurs effectifs et à faire appel aux capacités locales disponibles. Les officiers ont dû improviser, contourner des limites logistiques et réutiliser des équipements récupérés. Cette phase, marquée par une succession d'ajustements rapides, a consolidé une forme de discipline collective. Les soldats ont opéré avec une réactivité accrue, transformant chaque succès partiel en levier pour la suite. Puis est venue la période de réverbération. Les résultats observés dans les semaines suivantes ont mis en lumière les effets secondaires de cette montée en cadence. Les zones protégées ont gagné en stabilité relative, et certains marchés ont rouvert dans des secteurs auparavant difficiles d'accès. Les échanges locaux ont repris, soutenant une forme de normalisation progressive. Les postes de contrôle renforcés ont contribué à réduire les interruptions de circulation sur plusieurs tronçons essentiels. Cependant, cette amélioration s'est accompagnée de défis persistants. Le manque de ressources matérielles est resté un point de tension. Les sanctions internationales ont continué d'alourdir la logistique et de ralentir l'approvisionnement. Les unités ont dû maintenir un rythme exigeant sans garantie d'un soutien technique régulier. Les réverbérations stratégiques se sont aussi manifestées dans les discussions internes entre nations membres. Les questions de financement, d'allocation des effectifs et de gestion des priorités opérationnelles ont suscité des débats, révélant une fragilité déjà perceptible dans les premières phases du projet. Malgré ces contraintes, la trajectoire générale n'a pas été interrompue. Les effets combinés des patrouilles régulières, des missions partagées et des ajustements tactiques ont consolidé un mouvement encore jeune, mais déjà porteur d'une dynamique nouvelle. Le Sahel, longtemps perçu comme un espace fragmenté, a commencé à montrer les signes d'une coopération plus structurée. Même si son avenir dépendra de la capacité de l'Alliance à stabiliser durablement les acquis obtenus au prix d'efforts continus. La ligne de base la plus souvent citée concerne la situation frontalière avant la mise en place de la force conjointe, lorsque certaines zones sensibles demeuraient pratiquement impossibles à sécuriser sur la durée. Le changement, la Delta Line,
est apparu lorsque les patrouilles communes ont commencé à modifier la cartographie opérationnelle. Le premier chiffre clé est celui des 5000 soldats engagés dans la coalition, présenté comme la masse critique minimale nécessaire pour couvrir les axes prioritaires. Ce volume fournit la première capacité d'intervention régionale réellement coordonnée. Cette donnée n'est pas seulement symbolique, elle sert de socle aux décisions de déploiement rapide et constitue l'un des arguments récurrents mis en avant par plusieurs responsables, dont ceux proches d'Ibrahim Traoré. Un second chiffre mérite une attention particulière, le délai théorique de 72 heures fixé pour activer la force régionale lors d'une alerte. Ce délai vise à réduire l'attente prolongée typique des dispositifs extérieurs. Toutefois, les documents de terrain signalent que cette norme initiale a dû être ajustée en raison de contraintes logistiques, notamment l'approvisionnement, les équipements incomplets et l'impact des sanctions. Le troisième indicateur, peut-être le plus tangible, concerne l'évolution des zones sécurisées depuis le début des opérations communes. Les rapports mentionnent une progression de 40% sur certains segments frontaliers. Ce pourcentage reflète une amélioration partielle mais mesurable sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une transformation totale, mais d'une consolidation progressive de secteurs longtemps exposés à l'instabilité. L'analyse de ces trois données révèle un point central. Les avancées existent, mais elles reposent sur une mécanique fragile. Les forces sahéliennes ont réussi à étendre leur rayon d'action, mais chaque étape exige une adaptation matérielle constante. Les chiffres ne racontent donc qu'une partie de l'histoire. Ils mettent en lumière le rapport complexe entre ambition stratégique et réalité logistique. Les 5000 soldats, par exemple, représentent une capacité nouvelle, mais les unités déployées doivent souvent fonctionner avec des équipements récupérés ou réaffectés. Les 72 heures fixées comme référence opérationnelle témoignent d'une volonté de réactivité, mais leur maintien dépend d'une chaîne d'approvisionnement vulnérable. Quant aux 40% de zones mieux sécurisées, ils illustrent un mouvement encourageant, mais sans garantie de pérennité si les contraintes structurelles persistent. C'est dans cette articulation entre chiffres, limites et adaptation que se dessine la position d'Ibrahim Traoré. Son nom apparaît régulièrement lorsqu'il s'agit de défendre l'idée d'une autonomie sécuritaire fondée sur les ressources locales. Cette vision, même portée par des conditions imparfaites, contribue à structurer le discours politique autour de la coalition, tout en laissant ouverte la question de sa longévité. Aujourd'hui, les données disponibles montrent que la dynamique sahélienne repose sur un équilibre délicat, une progression réelle soutenue par une coordination plus étroite, mais contrebalancée par des contraintes matérielles persistantes. Les chiffres présentés ne sont ni triomphants ni alarmistes. Ils reflètent une trajectoire intermédiaire, façonnée par un environnement où chaque gain opérationnel doit être constamment consolidé. Le premier argument en faveur de la coalition sahélienne repose sur l'idée que l'autonomie sécuritaire constitue enfin une réponse adaptée à la réalité du terrain. Les partisans de cette position soulignent que les trois pays ont longtemps dépendu de mécanismes extérieurs, souvent trop lents ou trop éloignés, pour répondre efficacement aux menaces locales. Selon eux, la création d'une force commune permet de réduire les délais d'intervention, de stabiliser les zones sensibles et de construire une cohérence opérationnelle fondée sur les priorités régionales. Ils mettent en avant les patrouilles conjointes, les missions coordonnées et l'augmentation progressive des zones sécurisées comme des signes tangibles d'une dynamique nouvelle. Dans cette perspective, l'Alliance représente une étape logique dans la quête de souveraineté régionale. À l'opposé, un second courant exprime des réserves profondes. Ses représentants reconnaissent les efforts engagés, mais craignent que la coalition ne repose sur des fondations trop fragiles pour garantir une stabilité durable. Ils pointent le manque d'équipement, les sanctions qui ralentissent l'approvisionnement, ainsi que les tensions internes autour du financement et de l'allocation des ressources humaines. Pour eux, les 5000 soldats annoncés ne sauraient compenser les faiblesses logistiques persistantes, et l'objectif d'autonomie pourrait, à terme, se transformer en charge supplémentaire pour des structures institutionnelles déjà sous pression. Ils ajoutent que certaines opérations conjointes doivent improviser face à des conditions matérielles insuffisantes, ce qui pourrait limiter la portée réelle des avancées. La réponse la plus équilibrée combine les deux regards. Les données issues du terrain montrent que la coalition
a effectivement permis d'étendre la protection de certains axes essentiels, d'améliorer la coordination entre unités et de rouvrir des espaces autrefois inaccessibles. Les missions menées avec des ressources limitées ont produit des résultats mesurables, notamment la progression de zones sécurisées et la réactivité accrue des patrouilles. Mais ces succès demeurent étroitement dépendants de conditions logistiques précaires, et la pérennité du modèle ne pourra être assurée qu'à travers un renforcement continu de l'infrastructure, des mécanismes de coopération et des capacités matérielles. Ainsi, l'Alliance avance, mais sa trajectoire exige une consolidation constante. Autonomie, mais à quel prix ? À ce stade, la dynamique de la coalition sahélienne révèle une tension plus profonde que ne le laissaient entendre les premières annonces. La capacité à décider localement ne suffit pas à compenser les contraintes matérielles, notamment lorsque l'approvisionnement reste entravé par les sanctions. Les patrouilles conjointes fonctionnent, mais l'ossature logistique demeure fragile, et chaque avancée opérationnelle dépend d'une ingénierie improvisée par les équipes de terrain. Le milieu du récit prend alors une autre dimension. Les commandements nationaux doivent arbitrer entre la volonté politique d'affirmer la souveraineté régionale et la nécessité d'assurer une continuité technique dans des zones où les équipements sont incomplets. Dans ce cadre mouvant, le nom d'Ibrahim Traoré revient souvent lorsqu'il s'agit de défendre une stratégie fondée sur la réactivité locale, même si les ressources ne suivent pas entièrement la trajectoire souhaitée. La révélation centrale réside dans cette contradiction. La montée en puissance existe, mais elle exige un équilibre délicat entre ambition et faisabilité. Là où certaines missions ont permis de stabiliser des couloirs essentiels, d'autres ont souligné les limites structurelles du dispositif. Cette bascule marque la seconde moitié du processus. Les prochains choix détermineront si la coalition peut transformer ses progrès fragmentés en solidité durable. Les conséquences immédiates pour les appareils étatiques, NN, se manifestent surtout dans la manière dont les capitales redéfinissent leur circuit décisionnel. La transition vers des mécanismes internes, libérés de l'attente de directives extérieures, oblige les gouvernements à harmoniser leur chaîne de commandement et à renforcer la coordination interinstitutionnelle. Le déploiement des 5000 soldats a nécessité une réorganisation des priorités et les autorités doivent désormais composer avec un modèle où la réactivité locale prime sur les cadres traditionnels. Dans ce processus, les dirigeants sahéliens, notamment ceux proches d'Ibrahim Traoré, s'appuient sur une idée centrale, transformer chaque avancée opérationnelle en preuve d'une souveraineté retrouvée, même lorsque les moyens matériels demeurent incomplets. Du côté des activités économiques et commerciales, DN, l'impact est tangible dans les zones où la sécurité s'est améliorée. La réouverture progressive de certains marchés, rendue possible par la stabilisation de routes autrefois difficiles d'accès, favorise la reprise des échanges locaux. Les transporteurs peuvent traverser des axes qui, il y a peu, étaient régulièrement interrompus par l'insécurité. Cette dynamique reste fragile, car elle dépend de la capacité des patrouilles à maintenir un rythme constant, malgré les sanctions et les limites logistiques. Néanmoins, dans plusieurs segments frontaliers, la consolidation de points de contrôle a déjà permis une meilleure circulation, soutenant une activité économique encore modeste mais plus régulière. Pour les populations locales ND, la transformation est perceptible dans la vie quotidienne. Dans certaines zones sécurisées, les écoles ont rouvert, les commerçants ont repris leurs itinéraires, et les agriculteurs peuvent travailler leurs terres avec moins de craintes immédiates. Ces évolutions demeurent partielles, mais elles réintroduisent une forme de normalité longtemps absente. Les témoignages recueillis dans les camps et autour des postes avancés indiquent un regain de confiance, même si les habitants restent conscients que chaque amélioration dépend d'un dispositif encore vulnérable. La présence d'unités coordonnées, opérant selon des consignes locales, a contribué à réduire la distance entre décision et exécution, renforçant un sentiment de proximité avec les autorités. Enfin, pour l'équilibre régional, KV, les implications dépassent le seul cadre sécuritaire. La coalition redéfinit progressivement la manière dont le Sahel se positionne face aux acteurs extérieurs. La capacité à mener des opérations conjointes sans attendre un soutien international immédiat modifie les perceptions diplomatiques tout en révélant les contradictions encore présentes.
ambition d'autonomie d'un côté, dépendance matérielle persistante de l'autre. Cette double réalité influence les relations avec les partenaires internationaux, qui observent une région cherchant à consolider son autonomie tout en restant confrontée à ses contraintes structurelles. Si les avancées se confirment, l'Alliance pourrait devenir un modèle régional. Si les limites dominent, elle risquerait d'être perçue comme une tentative inachevée. Dans l'ensemble, les conséquences observées dessinent un paysage en recomposition où les progrès concrets coexistent avec des défis persistants. La coalition avance, mais son avenir dépendra de sa capacité à transformer ses effets immédiats en stabilité durable. Le premier scénario, le scénario de base, repose sur la continuité prudente des progrès observés depuis le déploiement de la force conjointe. Dans cette configuration, les trois capitales parviennent à maintenir un rythme opérationnel suffisant pour préserver les couloirs sécurisés déjà stabilisés, tout en renforçant quelques axes supplémentaires. Les patrouilles conjointes continuent de fonctionner avec les moyens disponibles, mais les limites logistiques persistent, ralentissant l'expansion du dispositif. Les zones protégées demeurent actives, les marchés restent ouverts dans les secteurs qui ont bénéficié d'améliorations récentes, et les tensions internes entre pays membres, bien qu'existantes, restent contenues. Ce scénario projette une progression modérée, où les acquis ne se dégradent pas, mais ne connaissent pas de transformation spectaculaire. Le second scénario, le scénario optimiste, imagine une consolidation plus rapide rendue possible par une meilleure coordination et une légère amélioration de l'approvisionnement. Dans cette trajectoire, la coalition renforce ses infrastructures essentielles, stabilise durablement plusieurs zones frontalières et étend la couverture sécuritaire aux secteurs encore fragiles. Les échanges commerciaux se développent grâce à une circulation plus régulière et la coopération entre les gouvernements gagne en cohérence, réduisant les tensions institutionnelles. Les opérations conjointes, menées avec un niveau de préparation plus homogène, permettent une stabilisation plus large du territoire, donnant à la région un élan nouveau. Ce scénario repose sur une articulation fluide entre volonté politique, capacité opérationnelle et résilience logistique. Le troisième scénario, le scénario pessimiste, anticipe un ralentissement marqué de la coalition. Les limites matérielles, déjà visibles, pourraient s'aggraver sous l'effet des sanctions persistantes et des difficultés d'approvisionnement. Les tensions internes se renforceraient, compliquant la coordination entre les unités et les capitales. Certaines zones sécurisées pourraient connaître de nouvelles interruptions, fragilisant les progrès obtenus au cours des derniers mois. Dans ce cas, la dynamique régionale s'effriterait et l'Alliance risquerait de perdre son rythme, laissant réapparaître les vulnérabilités qui avaient motivé sa création. Ces trois scénarios montrent que la trajectoire des prochains mois dépendra moins d'un facteur unique que de la capacité collective à maintenir l'équilibre entre ambition et faisabilité. La recommandation centrale consiste à adopter une lecture dynamique, évaluer régulièrement les contraintes, ajuster les priorités et renforcer les mécanismes de coopération pour éviter que les fragilités structurelles ne prennent le dessus. Pour un citoyen africain, les changements observés dans plusieurs zones du Sahel résonnent avec une préoccupation immédiate. La possibilité de retrouver une stabilité quotidienne après des années de déplacements difficiles, de routes fermées et d'incertitudes permanentes. La réouverture de certains marchés et la reprise progressive des activités locales constituent des signaux concrets, même si chacun sait que ces acquis demeurent fragiles. La proximité accrue entre les unités déployées et les communautés nourrirait un sentiment de reprise en main, mais ce sentiment doit encore se consolider au fil du temps. Pour un observateur international, la dynamique en cours représente un laboratoire rare dans lequel une région longtemps dépendante des interventions extérieures tente de réorganiser sa sécurité à partir de ses propres ressources. Cette transition soulève des interrogations légitimes. Comment un dispositif encore limité peut-il résister à la pression de contraintes logistiques persistantes ? Quels enseignements peut tirer la communauté internationale d'un modèle fondé sur l'autonomie locale, alors même que les sanctions compliquent la mise en œuvre ? L'Alliance sahélienne devient, de ce point de vue, un test grandeur nature des capacités régionales à compenser des lacunes matérielles par une coordination renforcée.
Pour un investisseur prudent, les avancées observées n'effacent pas les risques structurels, mais elles reconfigurent le champ des possibles. La stabilisation partielle de corridors essentiels, la réouverture de points d'échange et la circulation plus régulière à travers certains tronçons peuvent, à terme, créer des conditions propices à des activités ciblées. Toutefois, cette perspective n'est envisageable que si la coalition parvient à maintenir le rythme actuel malgré les obstacles logistiques et institutionnels. Les décisions des mois à venir influenceront directement la perception du risque, déterminant si les progrès récents marquent un tournant durable ou une parenthèse vulnérable. La consolidation de la coalition sahélienne repose désormais sur une feuille de route claire, articulée autour d'étapes concrètes que les gouvernements peuvent appliquer malgré les contraintes logistiques actuelles. Le premier axe consiste à uniformiser les protocoles d'alerte entre les capitales afin de réduire les retards observés sur certains déploiements. Les 3 pays doivent harmoniser les chaînes d'information, fixer des seuils d'escalade communs et s'assurer que chaque unité dispose d'instructions identiques lors des situations critiques. La mesure de cette étape se fera par la capacité à activer les interventions conjointes sans recourir à des directives extérieures. Le deuxième axe implique de renforcer les infrastructures essentielles, notamment les routes et les points de contrôle dans les secteurs stabilisés. Même avec un matériel limité, des travaux de réhabilitation ciblés peuvent améliorer la circulation des convois et soutenir la reprise des échanges locaux. Cette phase doit être suivie par des indicateurs simples. Continuité des trajets, réduction des interruptions et maintien des marchés ouverts dans les zones sécurisées depuis les premières patrouilles. Le troisième axe vise à optimiser l'usage des ressources disponibles en réaffectant les équipements récupérés et en ajustant les rotations des unités. Comme les sanctions ralentissent toujours l'approvisionnement, la coalition doit maximiser chaque ressource opérationnelle. L'évaluation portera sur la capacité à maintenir des patrouilles régulières dans les zones déjà consolidées. Enfin, un quatrième axe concerne la stabilisation politique de la coopération avec des mécanismes réguliers de coordination intergouvernementale. Ce volet est essentiel pour garantir que les avancées observées ne reposent pas uniquement sur l'initiative des détachements de terrain. Dans plusieurs discussions internes, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît souvent lorsqu'il s'agit de défendre cette cohérence politique comme condition de durabilité. La réussite dépendra de la capacité collective à transformer ces étapes en dynamique stable. Au moment où la coalition sahélienne poursuit sa montée en puissance, l'image du jeune caporal des premières patrouilles revient comme un fil conducteur discret. Son geste simple, suivre des ordres locaux plutôt que des directives lointaines, incarne la transformation plus large que connaissent les 3 pays. Cette scène, presque ordinaire, résume l'évolution d'un Sahel qui tente de reconstruire sa sécurité à partir de ses propres forces, dans un environnement où chaque décision pèse lourd. Dans les capitales, cette volonté trouve un écho politique, notamment lorsque des figures comme Ibrahim Traoré défendent l'idée d'une souveraineté bâtie sur la réactivité et la proximité du terrain. Pourtant, au-delà des discours, ce sont les actes silencieux qui façonnent la trajectoire actuelle. Les patrouilles improvisées, les équipements réutilisés, les routes rouvertes malgré les limites persistantes. Ainsi, le mouvement en cours n'est ni une rupture totale, ni un retour en arrière. Il s'apparente davantage à une progression attentive, où chaque avancée doit être consolidée avant que la suivante ne puisse émerger. Au fond, tout se joue dans la capacité à tenir le cap malgré les fragilités. La trajectoire du Sahel, telle qu'elle se dessine aujourd'hui, repose sur une succession de choix collectifs qui redéfinissent la manière dont la région aborde sa sécurité et son développement.